Si vous êtes étudiant, salarié ou en reconversion, vous devez absolument vous lancer dans la compréhension des concepts clés dans la mise en place des solutions d'intelligence artificielle. Même si votre but, évidemment, n'est pas d'être ingénieur en intelligence artificielle ou expert, je n'en sais rien, mais toujours est-il que vous ne pourrez pas passer dans les 10 prochaines années sans être confronté à la généralisation massive et à l'impact de l'IA au sein de votre activité ou au sein de votre secteur. Donc, il est essentiel pour vous de comprendre ces notions. C'est la raison pour laquelle donc je fais ces vidéos, cette série de vidéos pour vous permettre de démystifier tout ce qui réellement gravite autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on en est vraiment sur la partie de l'IA générative, donc tout ce qui va nous permettre en tant qu'outil de comprendre, de générer du texte, du langage naturel, du travail effectivement, que ce soit dans la compréhension du langage naturel et la production de vidéos, de sons, etc. Derrière ces créations, ces outils qui bien sûr sont assez puissants, se cachent deux notions que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous pour des personnes qui souhaitent se lancer dans l'IA ou qui sont déjà dans un processus d'apprentissage. Si vous êtes intéressé de savoir plus, bien sûr, restez-y et commençons donc le sujet de la vidéo. Bien sûr, abonnez-vous et likez et partagez déjà le contenu. Moi, je vous dis, let's go. Rebonjour une fois de plus, comme je l'ai dit en introduction, je vais vous montrer et démontrer surtout l'importance de savoir les notions clés que je m'apprête à vous présenter. Surtout, je vais insister et me concentrer sur la compréhension pour que le message soit très clair, même pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément un bagage scientifique. L'idée, c'est vraiment de vulgariser ces notions-là pour que vous puissiez avoir toute la substance nécessaire, l'essence de son utilisation dans la mise en place des systèmes intelligents. En l'occurrence, par exemple, un modèle LLM dans son application aujourd'hui, ChatGPT. Alors, vous savez déjà, quand vous posez une question, un prompt au travers d'une interface de ChatGPT, pour vous, en tant qu'humain, de la même manière que vous conversez, que vous discutez avec un humain, une personne réelle, vous aimeriez que cette personne soit capable de comprendre votre question et si possible, vous apporter une réponse cohérente. C'est-à-dire, par exemple, si vous parlez dans un concept, le mot joue à quelqu'un, vous vous apprêtez à ce que cette personne-là puisse aller dans ce sens-là et ne pas vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le mot joue, en fait. Et dans ce que je viens de dire, il y a ce qu'on appelle la similarité ou la similitude. C'est donc l'essence même de ce qui fonde le fait que une intelligence artificielle, un outil tel que ChatGPT, aujourd'hui, soit capable de comprendre nos questions, nos prompts et nos demandes. Parce que derrière, ce qui se passe, c'est juste une conjugaison de similarités qui permet de capturer l'essence et le sens sémantique de votre question. Donc, c'est là l'élément central. Et pour que ChatGPT soit capable de le faire, mathématiquement, vous savez déjà, même si vous n'avez pas forcément le bagage scientifique requis, mais pour la plupart, vous savez déjà qu'on utilise des concepts mathématiques en rapport avec l'intelligence artificielle. Et ça tombe bien ici, on utilise pour cela, dans ce cas présent, une valeur clé en mathématiques que l'on appelle le produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs, entre deux vecteurs. Donc, c'est cette valeur, cette quantité qui est utilisée dans le cadre du fait que lorsque vous tapez un prompt, un mot, une phrase sur l'interface ChatGPT,
C'est cette valeur-là, cette quantité qui est exploitée d'un point de vue mathématique pour pouvoir relier votre question à un concept cohérent, en relation et similaire avec votre question. Donc, je répète, le produit scalaire. Donc, c'est ça, ce que l'on appelle le produit scalaire entre deux vecteurs. Vecteur A, vecteur B, ça c'est la norme, les longueurs, distances que représentent ces vecteurs dans un espace. Et alpha, c'est l'angle entre les deux vecteurs en question. Je peux écrire comme ceci. D'accord? Alpha, c'est l'angle entre les deux vecteurs. Vous voyez bien que si je réduis cet angle-ci, donc si le vecteur B ici, que vous voyez là, si cet angle de plus en plus, on va réduire l'angle, donc le vecteur B passe de là à là, ainsi de suite. Vous voyez bien que ce vecteur B se rapproche du vecteur A. Qu'est-ce que cela signifie pour l'intelligence artificielle? Pour l'intelligence artificielle, ça signifie que le vecteur A ici, alors une chose à préciser, ce que représente un vecteur, ça représente ce qu'on appelle un embedding. Ça représente donc un mot que vous avez saisi, un mot ou une phrase que vous avez saisi sur ChatGPT. Quand vous saisissez un mot ou une phrase sur ChatGPT, ChatGPT le convertit sous forme de vecteur numérique. Et ce vecteur a plusieurs composantes. Ok? De même, pareil. Donc, supposons que là, le vecteur A est représenté derrière par le mot, disons par exemple, chien. Le vecteur B va prendre par exemple le fait qu'il représente le mot chat. Derrière, ChatGPT a réussi avec la notion de vecteur embedding de pouvoir nous permettre de calculer la similarité entre ces deux vecteurs, donc entre les deux concepts, chien et chat. Et c'est donc cela qu'on utilise à foison dans les modèles LLM, en l'occurrence un outil tel que ChatGPT. Pour être très bien précis, il y a trois situations données. Première situation, lorsque par exemple on va supposer que un modèle est cohérent, vous posez une question, pour la plupart du temps, tant mieux parce que c'est quand même assez critique pour des applications telles que des chatbots sur les conseils médicaux. Là, on a besoin que l'outil l'IA soit capable de répondre avec des informations précises. Parce que vous vous en doutez bien qu'une information qui n'est pas précise, un conseil mal averti, mal donné sur une application de santé, ça peut créer des dommages derrière. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut comprendre à fond la profondeur de ces outils, de ces concepts, de ces notions clés pour pouvoir mieux adresser le problème donné dans votre secteur d'activité. Donc, ici, par exemple, on a trois situations. Lorsque deux concepts clés sont liés entre eux, donc similaires, parfaitement alignés même. Première situation, l'angle entre les deux vecteurs est tellement réduit et parfois quasiment nul. Ok? Ça, c'est, on va dire, ce qui se produit la plupart du temps lorsque vous posez votre question à ChatGPT. Il vous répond avec une réponse qui est quand même beaucoup plus cohérente et très claire. Deuxième situation, il peut y arriver, même si c'est de plus en plus rare, mais ce n'est pas impossible. Ça vous est déjà arrivé pour certains d'ailleurs. Au tout début de la mise en production de ChatGPT, que vous aviez posé une question donnée, une question qui était très claire, basique, mais en retour, ChatGPT vous a donné une réponse qui n'avait rien à voir avec votre question. Ça, c'est ce que on appelle dans ce sens, dans le fait que l'outil en question est en train de soit halluciner, donc il perd connaissance, en gros, il ne parvient pas à relier dans sa base de données votre question qui appelle à des notions clés derrière, à ce que lui, il sait
parce que dans ce modèle d'entraînement, il n'a pas perçu de corrélation entre votre question et les données qui lui ont permis sont d'être parfaitement entraînées. Et ce qui se passe ici, c'est que vous avez un vecteur qui va être de plus en plus, pardon, un angle entre deux vecteurs qui représente donc un angle de plus en plus grand. Donc, le vecteur A représente sous forme de vecteur embedding votre question, votre prompt. ChatGPT vous répond comme ceci avec ce vecteur qui est de plus en plus éloigné parce que l'angle étant de plus en plus grand par rapport au premier cas à votre question représentée par votre vecteur. Et je souligne encore une fois de plus, sachez que les modèles d'IA ne comprennent pas, tel que nous comprenons avec notre logique humaine, une phrase prononcée. Derrière votre phrase n'est qu'une succession, une distribution de probabilités qui, bien sûr, mesure la vraisemblance d'une chaîne de caractères. C'est ce que l'on appelle donc, c'est la définition exacte de ce que l'on appelle un modèle de langage, un LLM. Je le répète encore, un LLM, donc, nous prononçons une phrase, disons, le chien est assis sur le canapé ou le chat dort au salon, j'en sais rien. Enfin bref, vous prononcez une phrase. Cette phrase-là, c'est une succession de mots pour nous, bien sûr. Nous avons dans le langage naturel, en français par exemple, des règles sémantiques, de l'orthographe, de la grammaire. Derrière le modèle de langage a été entraîné sur un grand corpus de textes textuels de plus de 6 milliards, de beaucoup de milliards de mots. Et donc, de par cette précision, cette grandeur et du calcul qui a pu être effectué, on a entraîné le modèle avec des techniques de machine learning, d'apprentissage automatique qui ont permis par la suite de générer des représentations de vecteurs liés au concept, aux différents mots qui ont été aperçus dans le corpus d'entraînement. C'est donc à partir de là que cette fois-ci, lorsque on déploie l'outil en production, lorsqu'on le met à disposition d'un plus large public, d'un plus grand public, que le public, quelles que soient quasiment les questions qui lui sont posées, pour la plupart du temps, quand il ne s'agit pas des concepts ou des notions vraiment très très pointues, vous avez l'impression que ChatGPT vous comprend parfaitement de la même manière qu'une personne réelle vous comprendra. C'est toute une gymnastique, mais c'est assez puissant. Et derrière, ce qui se joue dans tout ce que je vous ai dit là, c'est la notion de vecteur d'embedding. Alors, donc, deuxième cas, même s'il est assez rare, et un autre cas également peut arriver, où carrément, les deux vecteurs soient perpendiculaires, donc avec un angle de 90 degrés, comme ceci. Le troisième cas, là. Vous voyez là? Là, le vecteur A représente votre phrase. La réponse que ChatGPT vous donne, c'est B, l'angle de 90 degrés. Lorsque vous êtes dans cette situation, ça veut dire que la réponse que vous allez obtenir sur l'écran, bien évidemment, une fois de plus par rapport au deuxième cas, est encore beaucoup plus exagérée. OK? Donc, vous avez ici une situation carrément où on considère que tout est à revoir au niveau de l'apprentissage machine, parce que ça voudrait dire que les concepts ici, sémantiquement, n'ont rien à voir, rien à voir. Alors que ici, on pourrait peut-être éventuellement apercevoir une certaine similarité, bien que la chose étant déjà très très éloignée. Par contre, en revanche, ici, rien à voir entre les deux concepts sémantiques. Alors, quand on dit rien à voir de manière sémantique, ça veut dire que dans le modèle, le corpus de langage qui a permis l'entraînement du modèle, votre question, votre prompt n'est pas relié de manière contextuelle aux données d'entraînement. Et c'est dans ce sens qu'on va préciser la similarité ou la similitude entre les deux concepts. Si par exemple, pour des textes de poèmes, si une phrase entre chien et ciel, enfin une phrase contenant le mot chien et une autre phrase contenant le mot ciel, si dans un poème, un poète a réussi à composer un poème par lequel on a pu relier ces deux phrases-là contenant le mot chien et d'une part et le mot ciel d'autre part, là, dans ce cadre,
on aura une similitude parce que effectivement, c'est un texte de poème. Donc, il y a une image, il y a une sémantique derrière, il y a un sens qui a été donné de liaison, de contexte sémantique entre ces deux mots. Mais par contre, si on prend le cas où il n'y a aucune similarité, aucun lien logique, bien évidemment, vous êtes dans la situation que j'ai décrite ici, troisième cas. Alors, pour finir et vous donner vraiment encore quelques éléments clés, c'est que lorsque on a deux vecteurs de type A et B, le vecteur A et le vecteur B, je vous ai dit, représentent des mots, des vecteurs d'embedding. Ces vecteurs d'embedding vont encapsuler toutes les composantes sémantiques, des aspects donc sémantiques de chaque mot ou de chaque phrase. Ce qui a été utilisé ici, c'est que comme on est dans un corpus de langage de taille très très grande, je vous ai dit plus de 6 milliards de mots, voire plus pour certains modèles. Si vous prenez GPT-4o, vous aurez quelque chose de vraiment très très précis. Donc, on est dans cette situation-là. Maintenant, derrière, en tant qu'ingénieur, en tant qu'expert en intelligence artificielle, pour que l'on puisse déployer un modèle, on calcule ces vecteurs d'embedding. Et une fois calculé, à chaque fois que vous allez poser une question, un prompt, derrière le modèle, ce qu'il va faire, c'est calculer à chaque fois l'angle de similarité entre votre prompt, le prompt de l'utilisateur, et le concept avec lequel il devrait relier votre prompt pour pouvoir trouver un alignement, une similitude entre votre question et les données en question du modèle. Et derrière, c'est ce que font les ingénieurs lorsqu'on déploie et met en application des modèles d'embedding. Voilà, peut-être pour vous donner un aspect scientifique et que vous avez vu au lycée, d'ailleurs en terminale ou en seconde. Nous avons ici, donc, pour calculer le vecteur, le produit scalaire de deux vecteurs, je rappelle, hein, bien sûr, on a un vecteur comme ceci, avec des composantes, ok. Lorsqu'on effectue le produit scalaire entre deux vecteurs, on a ceci. Lorsqu'on effectue le produit scalaire entre deux vecteurs, on obtient ça. Le premier, ce que vous voyez là, A1, A2, etc., représente les composantes du vecteur. Ces composantes-là, pour nous, dans notre modèle, représentent en fait le fait qu'on a été capable de capturer tous les aspects sémantiques du mot ou de la phrase en question, représentés par ce vecteur. Pareil, ici, donc on va considérer peut-être que ça, c'est votre prompt. Là, ici, c'est le vecteur qui est similaire ou pas à votre prompt. Donc, à une notion de similarité liée à votre question. Le produit scalaire entre ces deux vecteurs donne cette valeur numérique algébrique, ok, qui est calculée comme ceci. Peut-être pour certains qui n'auraient pas peut-être bien compris, je prends un exemple. Là, je vous ai montré l'idée générale, la base générale, puisqu'on peut partir avec, et c'est ce qui est conseillé d'ailleurs, lorsqu'on prend des modèles de grand langage, les LLM, on est, je vous ai dit, dans des plus de 6 milliards de mots, voire plus 10 milliards, etc. C'est d'ailleurs pourquoi on utilise la notion d'espace vectoriel. Ce que je vous ai présenté là, c'est vraiment en algèbre linéaire, ce que l'on voit dans les espaces vectoriels. Donc, plus la taille du vecteur est grand, mieux c'est, parce que ça vous a dit qu'on est capable d'aller chercher, le modèle est capable d'aller chercher toutes les liaisons sémantiques entre les concepts. Et c'est pourquoi donc les composantes du vecteur peuvent aller, quand on était à ChatGPT 3, on était à 768 dimensions.
Alors, quand on dit 768 dimensions, ça veut dire qu'on avait 768 composantes. OK? Donc, plutôt que on a A1, A2, AN, ça voudrait dire qu'on a 768 veut dire qu'on a A1, A2 jusqu'à A 768. C'est ça, en fait. OK? Alors, je termine maintenant ici avec l'aspect plus technique dans le calcul de similarité entre deux concepts. Donc, je vous ai présenté la formule du produit scalaire. OK? Je rappelle vite fait. Comme ceci. Donc, je rappelle, le produit scalaire, il est là, OK, entre les deux vecteurs. Ce que nous, on va calculer en tant qu'ingénieur, c'est le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc, c'est cette quantité-ci qui va être évaluée. Vous savez déjà le cosinus, cette quantité, en tant que le cosinus d'un angle, est comprise entre moins 1 et 1. Donc, cette valeur est comprise entre moins 1 et 1. Ce qui veut dire, dans les deux situations que, enfin, dans tous les cas, que, quelle que soit la valeur de votre angle, le cosinus va varier entre moins 1 et 1. Pour faire le lien, encore une fois de plus, par rapport à ce que je vous ai décrit tout à l'heure, d'un point de vue fonctionnel, ici, d'un point de vue technique, la plupart du temps, pour nos prompts, le modèle, en général, nous donne les trois cas les plus courants, les plus visibles au niveau de la mise en place des systèmes d'intelligence artificielle au sein des entreprises. Parce que ici, nous avons trois situations. OK? Nous avons trois situations. Lorsque le cosinus vaut 1, cela veut dire que les concepts A et B représentés par les phrases notre prompt et la réponse trouvée par la machine, par l'outil, cela veut dire que les concepts sont parfaitement alignés, donc similaires. Ici, la machine a été capable de nous répondre avec une réponse assez cohérente. Lorsque le cosinus vaut 0, ça voudrait dire que l'angle entre les deux vecteurs A et B, cet angle en fait est de 90 degrés. D'où pourquoi vos vecteurs sont orthogonaux. Et ici, pour la machine, pour nous, ça représente le fait qu'on a deux concepts qui sont totalement, enfin, qui n'ont rien à voir, tout simplement. Il n'y a pas de similarité trouvée entre ces deux concepts. Et pour finir, lorsque vous avez un cosinus qui vaut moins 1, cela veut dire que les concepts, bien que étant liés, sont opposés de manière sémantique. C'est comme si je vous parle de jour, vous me parlez de nuit. Voilà, je m'arrête là. Si ce n'a pas été très clair, vous pouvez regarder à nouveau cette vidéo. Mettez un pouce, partagez massivement cette vidéo. Et je précise une fois de plus, pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'IA avec une profondeur de conception de solutions d'intelligence artificielle, vous serez obligé de comprendre ces notions que je viens de vous partager. De toute façon, j'essaierai le plus possible de vulgariser ces notions pour que cela puisse être accessible à tous. Merci de m'avoir suivi, restez concentrés et toujours soyez patient dans votre apprentissage. Les choses viendront petit à petit. Merci de m'avoir suivi, on se revoit à la prochaine.